Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole en direct consacré ce matin au recensement. Et Dieu sait si c'est important. Et qui de mieux pour en parler que le directeur interrégional de l'INSEE, Aurélien Daubert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Mais de rien, vous étiez là pour le dernier recensement, vous revenez 2017. pour le nouveau recensement. Voilà. Comment ça va se passer cette année? On nous parle d'un recensement sur 5 ans, expliquez-nous. Et oui, là c'est un petit peu historique, je dirais, pour Mayotte, parce que Mayotte passe comme le reste de l'ensemble des communes de France, métropole et département d'outre-mer, au système de recensement annuel, donc qui est en vigueur en métropole depuis 2004. À Mayotte, ça commence aujourd'hui. Ça devait commencer aujourd'hui, c'est confiné, donc c'est suspendu, ça commencera un petit peu plus tard après confinement. Mais je peux vous en parler. Alors, dans les communes le recensement maintenant à Mayotte, c'est tous les ans, mais c'est pas tout le monde la même année. C'est ça le principe. Pas tout le monde la même année. Et puis, ça sera un cycle régulier chaque année. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, eh bien, il y a un recensement de tout le monde d'un coup, là, dans les communes de moins de 10 000 habitants, une fois tous les 5 ans. Cette année, en 2021, c'est la commune de M'Tsangamouji qui est prévue. Et ensuite, selon les années, une ou deux communes. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, c'est là que la méthode change un peu, c'est là que c'est pas tout le monde la même année. On fait une cartographie très très précise avec les données, je dirais, géographiques, avec surtout les enquêteurs de l'INSEE qui vont sur le terrain, qui font des plans très précis, qui transmettent ça aux mairies. Les mairies vérifient qu'il y a bien tous les logements, toutes les adresses. Et sur cette base, on fait un sondage parmi les logements durs sur 1/5 du territoire chaque année, et ça se fait sur 5 ans. Un sondage pour les logements durs, et puis les cases en tôle, on les recense toutes, parce que c'est, on le sait, un habitat un peu spécifique à Mayotte, et qui est très fluctuant, très mouvant, tout bouge très vite. Justement, quand vous commencez par une commune, aujourd'hui par exemple, bon bah aujourd'hui jusqu'à le confinement, mais 5 ans après, elle a augmenté, elle a bougé cette commune. Comment on peut être précis dans le recensement, sachant qu'il y a un décalage de quelques années sur la finalité? Alors, ce qu'on fait, effectivement, c'est pour les communes de plus de 10 000 habitants, tout le monde aura bien son chiffre daté de la même année. On fait sur 5 ans, et puis c'est le chiffre du milieu de période. On va faire 2021, 22, 23, 24, 25, et on prend celui du milieu, 2023. C'est fin 2025, on va publier le chiffre daté du 1er janvier 2023. Une sorte, si vous voulez, un peu comme une moyenne sur 5 ans. Ouais. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, il y a celles qui auront été recensées un petit peu avant 2023, 2021, 2022, celles qui auront été recensées un petit peu après 2024, 2025, et on fait, je dirais, au prorata, une estimation de ce qui est au milieu de la période. Alors c'est très important que toutes les communes aient un chiffre daté de la même date, parce que vous savez notamment que ça sert à calculer les dotations, les transferts de l'État vers les communes, les dotations financières, extrêmement important pour les communes et pour leurs habitants. Et puis, ça sert également pour l'application de nombreux textes et règlements. On a compté jusqu'à 350 textes et règlements. Vous donnez la perche. Avant de passer la parole à Kamar Boura, quand vous dites que, évidemment, le recensement est important pour la dotation, quand on parle de 200 et quelques mille habitants à Mayotte que vous recensez, alors que beaucoup disent, c'est faux, on est 400 000. Vous dites, non, c'est pas vrai. Difficile de me croire sur parole, mais ce que je peux faire, c'est expliquer comment les choses sont faites et puis vous donner les éléments de contexte, de compréhension. Donc c'est vraiment un travail qui est fait en partenariat avec les communes. L'INSEE a intérêt à bien faire le travail. Les communes tiennent à ce que tout le monde soit recensé, si je puis dire, forcément. Et les habitants, pourquoi ils se cacheraient? Non, en fait, ils ont plutôt envie de montrer qu'ils habitent ici, et y compris, on le sait à Mayotte, de nombreux habitants qui sont non seulement étrangers, mais en situation irrégulière administrativement. Alors ils sont recensés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'on fait tout d'abord une cartographie très, très exhaustive. Et donc ça, on voit les logements. Il n'y a pas besoin d'aller voir les gens, de les interroger. Quand bien même les personnes ne sont pas là, on note bien sur les plans les petites maisons qu'on a montrées l'autre jour en conférence de presse.
on les a, on les compte. Après, au moment du recensement, ce qu'on constate à Mayotte, c'est que les gens répondent massivement, c'est-à-dire en 2017, ça peut paraître étonnant, mais c'est la meilleure région de France de ce point de vue-là. En 2017, 97,6 des logements avaient pu être recensés, c'est-à-dire l'agent recenseur avait pu avoir un retour sur les bulletins. Et puis, sachant que sur le reste, d'ailleurs, on redresse. Et puis, l'autre élément, c'est le côté, on peut se dire, ah oui, c'est déclaratif, est-ce qu'on cache du monde des enfants? Bah non, dans les enquêtes de l'INSEE, ça marche vraiment. Le recensement, c'est un petit peu pareil. En fait, on n'imagine pas une maman cacher ses enfants. Et puis, en fait, à Mayotte, effectivement, les gens cherchent à montrer qu'ils sont là. Hein, voilà. Donc, justement... Quand on regarde aujourd'hui, la donne quelque part va changer. Avant, on avait bien évidemment ces agents recenseurs qui rentraient un peu dans les quartiers. Soit la famille n'est pas là, on revient ou on repasse, hein, ils sont toujours pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, pour plus de facilité, on sait que pas mal de communes ont fini leur adressage, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, on a plus de visibilité, les noms des rues, des villes. Est-ce qu'avec les citoyens qui sont assurés sociaux, qui payent les impôts. Est-ce que c'est pas facile déjà de travailler avec cette base de données nationale, de savoir que, par exemple, la ville de M'Tsangamouji, on a combien de temps d'assurés sociaux, mais des gens qui payent les impôts. Est-ce que c'est pas récupérer d'abord ces données et déjà avoir une visibilité avant même d'aller sur le terrain? Alors oui, alors à l'INSEE, on utilise, mais de manière strictement, je dirais, sous le sceau du secret statistique, de manière strictement confidentielle, ces sources de données qu'on appelle administratives, y compris des données fiscales. Mais absolument interdit pour nous de les exploiter, je dirais, de manière individuelle. C'est vrai que ça sert de cadrage. Et quand je vous disais, on recense une commune en 2021, comment on va faire le chiffre 2023? C'est ça le principe. Où on recense une commune en 2025, comment on se rapporte à 2023? Eh bien, on prolonge les tendances et avec différentes sources existantes. Après, le recensement garde sa précision parce qu'il y a, si vous voulez, par exemple, je déclare mes impôts à tel endroit parce que je suis attaché à telle commune, mais j'habite pas vraiment là. Or, dans le recensement, on cherche à mesurer vraiment les gens qui résident à un endroit donné, quelle que soit leur situation administrative, quelles que soient leurs attaches avec d'autres territoires. C'est un processus, alors qui est un peu plus moderne, je dirais, que le recensement qui était en vigueur à Mayotte jusqu'à 2017. Vous avez d'abord l'agent recenseur qui va déposer votre boîte aux lettres, si vous avez une boîte aux lettres bien claire devant votre case ou votre villa, ou sinon vous le déposez sous la porte ou vous le déposez. Dessus, il y a des codes d'identification pour tous ceux qui peuvent. Vraiment, on conseille, on demande, ça facilite le travail de tout le monde et d'autant plus avec une épidémie. Eh bien, si vous pouvez, répondre par Internet. Sinon, l'agent recenseur va vous remettre des bulletins, une feuille par logement comme ça, et une feuille par personne, un bulletin individuel comme ça, vous le remplissez. Ensuite, l'agent recenseur viendra le récupérer. Alors, ne vous rapprochez pas de lui, vous le posez quelque part et il les récupère. Il porte son masque, si vous pouvez porter un masque aussi, bien sûr. Et puis, évidemment, pour les gens qui ne réussiraient pas par eux-mêmes à remplir, soit ils ne maîtrisent pas forcément la lecture, le français, ou ils ont du mal à écrire, l'agent recenseur les aide, le fait avec eux. Attention, dans ce cas-là, masque, distance, précaution. Alors, je reviens un peu sur la question de Léonard tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les communes pourraient faciliter encore mieux le travail. Parce que si la commune déjà s'engage avant même le processus de l'INSEE de contrôler sa population, de recenser à peu près sa population, mais aujourd'hui on sait qu'il y a des gens qui disent ouais, il y a des nouveaux quartiers, on ne sait pas qui habite là-bas, on ne sait pas, est-ce que c'est même pas domicile et il n'y a même pas de quittance de loyer. Ces gens-là habitent, donc c'est là où les gens se disent oh, ces chiffres sont faux quand on regarde ces nouveaux quartiers qui a poussé à moins de 2 ans, il y a je sais pas moi 100 maisons alors qu'il y a 2 ans il y avait 2 maisons. Donc est-ce que la commune aujourd'hui s'engage quelque part en disant voilà, moi je recense de temps en temps ma population d'abord, savoir qui a le droit d'habiter là, qui n'a pas le droit, et puis
on sait que légalement, ceux qui habitent dans cette commune, c'est eux, plus ceux qui habitent illégalement quelque part, mais qu'on a recensé, c'est eux. Donc ensemble, ça nous fait un chiffre de temps. Est-ce que ça pourrait pas aussi faciliter le travail? Tout à fait. Alors il se trouve que ce nouveau recensement annuel, comme en métropole, comme dans les autres départements d'outre-mer, c'est un travail en fait pas seulement de l'INSEE, mais en fait un travail des communes. L'INSEE, donc c'est défini par les textes, loi démocratie de proximité de 2003 et les textes d'application. L'INSEE, je fais court, organise, et puis après on fait des contrôles pour que toutes les communes soient bien assurées en France, qu'elles sont traitées équitablement. Et par contre, la réalisation de la collecte et la validation de la cartographie initiale, c'est vraiment les communes. Et donc, les enquêteurs de l'INSEE vont sur le terrain, ils font la cartographie, ensuite c'est transmis à la commune. Si des cases en tôle se sont implantées dans la brousse à tel ou tel endroit, le maire ou ses services, l'urbanisme, etc., repèrent ça, ils disent attention, vous avez oublié ça, il faut rajouter, hop, éventuellement on renvoie des enquêteurs sur le terrain, ou alors ils complètent et c'est entré dans l'application informatique. Et donc c'est un engagement plein et entier des communes. Les agents recenseurs sont des employés par les communes, soit du personnel communal, soit des gens contractuels. J'ai une question, je reviens sur les chiffres, parce que je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a le maire de Pamandzi, Madissouf, qui avait fait un calcul tout simple. Il avait expliqué, je le cite, la population habitant l'île augmente officiellement de 3,8 par an selon l'INSEE, en ne comptant que ses naissances déclarées. Et en prenant en compte les chiffres des naissances en hausse de ces dernières années, plus de 300 000 habitants seraient déjà sur l'île au lagon. Manquent ensuite les milliers d'immigrés arrivés ces dernières années. La question est posée en prenant un calcul simple. On a 300 000 sans les immigrés. Vous dites qu'il y a 256 000 habitants. Il y a vraiment un problème. Alors 3,8% de hausse de la population chaque année, en fait c'est une hausse exponentielle et c'est bien une des grandes questions de Mayotte, comment on réussit à suivre pour l'éducation, pour la santé, pour la voirie, etc., pour le logement et tous les services publics, et puis également le secteur privé. C'est vraiment une hausse exponentielle, c'est vraiment le département, la région de France où la population augmente le plus vite, encore beaucoup plus vite qu'en Guyane. Mais justement, après il fait ses calculs, il dit voilà, j'arrive à plus de 300 000 sans compter les immigrés, comment vous avez à 250 000 en disant 400 000 c'est faux. On l'a vu déjà là. Un exemple simple, distribution des masques pour tous. Le préfet a dit 2 masques par personne, on a 500 000 masques. Les gens ont dit mais on va pas arriver à ce que tout le monde ait un masque. Et on l'a vu, il n'y a pas tout le monde qui a réussi à avoir un masque. Donc il y a vraiment un problème de recensement. Alors je ne sais pas exactement où étaient les masques, parce qu'on voit la démographie à Mayotte, c'est énormément de naissances, près de 10 000 naissances par an, et ça depuis plusieurs années. On sait qu'il y avait eu une hausse là en 2015, 2016, 2017, et puis on est toujours 120 000 nouvelles personnes par année. Très peu de décès comparativement à la population, parce que la population est très jeune, et la population est très jeune aussi parce que beaucoup de natifs de Mayotte quittent l'île pour aller travailler en métropole, à La Réunion, faire leur vie ailleurs. C'est aussi un phénomène très très important, peut-être qu'on voit moins, qui est quand même très très prégnant. Alors, il y a certes, si on regarde les arrivées, on le sait, beaucoup d'immigration, et les départs de Mahorais, quand même des arrivées positives, mais le facteur qui domine d'abord et avant tout, c'est le nombre de naissances. Oui, parce que vous avez déclaré 400 000 habitants, c'est inimaginable. L'INSEE ne peut pas passer à côté de 150 000 personnes. Oui, nous avons eu cette expression là en conférence de presse, effectivement. Bon, il y a une chose quelque part qui est dans le concret. Bon, le nombre de kilomètres carrés de Mayotte, on le connaît, ça c'est la géographie, on fait la carte, on peut mesurer ça avec du papier millimétré, etc. Et avec le chiffre de population, ne serait-ce que de 2017, et puis depuis, on voit la population a augmenté, puis c'est pour ça qu'on fait un recensement et qu'il se poursuivra. Avec ce chiffre de population, on est déjà sur une densité de population qui est en dessous de Paris et sa petite couronne, mais une densité de population qui est plus forte que dans le Rhône, où il y a la métropole de Lyon. On comprend bien, pour les gens, vous prenez la surface de Mayotte et vous calculez combien on peut mettre de personnes dans cette surface complète. Et selon vous, vous dites, voilà, si je mets 400 000 personnes dans cette surface, ça rentre pas. C'est ça que vous dites en gros. Alors,
Oui, j'essaie d'imaginer, hein, Au rythme actuel de croissance de la population de Mayotte, tel qu'il est mesuré par le recensement, attention, mais la hausse est si rapide que oui, on va arriver aux 300 000 et 400 000 un jour. Hein, voilà. Alors après, attention, questions économiques, sociales, environnementales, ça pose tout un tas de questions. Et puis il y aura des ruptures de tendance. Enfin, l'histoire n'est pas écrite d'avance, mais effectivement, c'est-à-dire si on va beaucoup au-delà de ce chiffre de population 2017, qui a augmenté quand même depuis, ça peut être qu'un urbanisme de type Paris et sa petite couronne, où il y a des parcs, des espaces verts, je dirais ici ou là, bon quand même de beaux et grands espaces verts, mais pas tant que ça quand même, et puis de l'urbanisation quasiment partout, des immeubles partout, des barres d'immeubles, etc. Voilà. En termes de, mais c'est vrai que de si gradation on veut suivre ce schéma, mais aujourd'hui, quand on écoute en tout cas les chiffres également de la DAF ou autre, quand on voit que la forêt, la petite forêt qu'on avait à reculer parce qu'aujourd'hui c'est plus des habitations qui s'y trouvent, il suffit de faire le voyage en hélicoptère et de s'apercevoir que finalement tous ces banquets qu'on poussait, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on prenait Mayotte, on le mettait dans cet espace parisien, qu'on se dit c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a des bâtiments partout, mais en Mayotte on les voit pas, certaines habitations, justement parce qu'on a la ville qu'on connaît, par exemple, je sais pas moi, Chiconi, mais dans les hauteurs, quelque part cachées, on a ces attroupements de taudis ou de casantol. Donc finalement, on s'aperçoit que c'est possible de mettre 400 000 personnes là-dedans parce que même si quand bien même on les voit pas, on a toujours cet arbre qui cache la forêt, quoi. Donc bref, en tout cas, la question que j'ai envie de poser, concrètement sur le terrain, les agents vont travailler comment? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'attaque à une commune comme Bouéni. Est-ce que l'agent ou les agents travaillent 2 à 2 et par personne? Est-ce qu'il va aller à s'attaquer pendant une journée, 2 jours, un quartier pour pouvoir remettre déjà les chiffres? Comment il va procéder dans chaque quartier? Alors concrètement, il y a d'abord de premières tournées, des premières tournées, voilà, où sont distribués les premiers formulaires. Et ensuite, en fait, chaque agent recenseur, donc employé salarié de la mairie, chaque agent recenseur a une partie de ce 5e de la population, certains secteurs à enquêter, il en est responsable. Il travaille seul, alors, sauf évidemment dans des quartiers compliqués, difficiles d'accès ou problèmes de sécurité. Là, évidemment, la mairie peut mettre à sa disposition ou travailler en collaboration avec des collègues ou des associations, etc. Et puis, après, c'est pendant 4, 5, et puis on va peut-être être obligé de prolonger, de fait. L'épidémie, on va commencer un peu plus tard, mais même par rapport à la durée habituelle, c'est possible qu'on soit obligé de prolonger un petit peu parce que l'épidémie, le port du masque, etc., les mesures, ça ralentit probablement les choses. On va voir, couvre-feu aussi, etc. Je reçois ça, et puis je dois le remplir, c'est obligatoire. Le recensement, voilà, c'est obligatoire. Et puis surtout, on dit c'est surtout un acte de civisme. D'accord. Alors, voilà, les textes disent bien que c'est obligatoire, comme la plupart des enquêtes de l'INSEE, etc. On ne va pas aller en prison si on ne remplit pas, mais c'est d'abord et avant tout un acte de civisme, parce que ça a des conséquences concrètes sur les dotations financières des communes. L'argent que l'État oui, c'est calculé sur le recensement. À Mayotte, et d'ailleurs, certaines mauvaises voix, notamment sur ces chiffres-là. Et je vais finir avec ça parce que je vais vous embêter. Tout le monde, quelle que soit sa situation. Mais certaines mauvaises voix disaient que c'était fait exprès de sous-effectifs de Mayotte pour moins payer de dotation. Ça, c'est un discours politicien. Je vous embête plus avec ça. Enfin, le fait est que ça va commencer un peu plus tard à cause du fait du confinement. Vous attendez en tout cas 3 semaines pour rien faire avant 3 semaines. Après, ça va débuter et ça va durer 5 ans. Et les communes, les unes vont recevoir ces documents. Ça ne s'arrête pas d'ici 3 semaines, il y a encore une dégradation, donc ça veut dire qu'on repousse encore. Oui. Et alors, voilà, comme beaucoup de secteurs, comme beaucoup de services publics, vous recevrez Monsieur le Recteur tout à l'heure. Ça demande beaucoup d'adaptation de la part de l'INSEE comme des communes, parce qu'on décale. Bon, évidemment, ça s'impose. La santé doit primer, évidemment. On décale. Par contre, évidemment, il y a des gens qui avaient prévu de travailler à cette période-là, qui avaient été embauchés, etc. On va travailler avec les maires, évidemment, Juste pour finir, c'est parce que j'avais pensé que pendant le confinement, en discutant avec les autorités, j'avais pensé que l'agent, comme il est bien protégé, comme il va toquer aux portes, il serait bien protégé. Comme les gens sont chez
chez eux, c'était plus facile pour lui de recenser tout le monde rapidement plutôt que les jours normaux où tout le monde doit aller travailler ou sort de chez lui. C'est confinement quand même. Il y aurait une sorte de commodité pour un statisticien fou d'aller de profiter, si je puis dire, du confinement pour trouver tout le monde. Non, ce qu'on a fait. Non, enfin, ça repose d'abord et avant tout sur la santé doit primer, et deux, ça repose d'abord et avant tout sur la confiance des gens, et c'est seulement dans cette confiance et dans la confidentialité qui répondent véritablement et qui prennent le temps de répondre, parce que c'est pas si rapide que ça à faire. Aurélien Aubert, merci beaucoup d'être venu. Vous allez retourner dans un endroit qui n'est pas confiné, à La Réunion. Exactement. La situation peut-être. La situation vous inquiète à La Réunion, c'est compliqué aussi. On a eu. Alors je dirais bien comparativement d'avoir la chance, si je puis dire, d'avoir un premier confinement qui a été quand même moins long qu'à Mayotte. Pas de deuxième confinement au moment d'octobre-novembre comme en métropole. Et puis, pour le moment, ça semble aller encore. Bon, je dirais que ce soit à Mayotte ou à La Réunion, je ne peux que relayer les consignes. Enfin, la santé d'abord, la distance, se laver les mains, le masque, même s'il glisse un petit peu sous mon nez. Et surtout que le variant brésilien a été détecté à La Réunion. Oui. Et le variant brésilien, il est plus virulent que le sud-africain. Oui. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.